Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, opération d'envergure de l'armée camerounaise. Ce mercredi, elle a affirmé avoir neutralisé une centaine de membres de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. L'opération spéciale de ratissage a permis de libérer près de 900 personnes dans 5 villages occupés par la secte islamiste. Le président Ali Bongo Ondimba du Gabon souhaite un accord universel pour la lutte contre le réchauffement climatique. Le pays qui accueille une partie des forêts du bassin du Congo a mis la problématique de la déforestation au cœur de ses préoccupations. Et les doléances africaines en matière climatique sont nombreuses à juste titre. Le président togolais Faure Gnassingbé a lancé un appel pressant et sans détour aux pays industrialisés, prié de répondre à toutes les difficultés qui se posent. L'armée camerounaise affirme avoir tué 100 djihadistes de Boko Haram et libéré 900 otages. Ce bilan a été fourni après une opération spéciale de ratissage menée du 26 au 28 novembre dans des villages frontaliers avec le Nigeria. Au cours de cette opération, les soldats ont saisi des drapeaux du groupe État islamique et une importante cargaison d'armes et de munitions. Écoutons les précisions d'Issa Turoma, ministre camerounais de la communication. Le secteur militaire numéro 1 basé à Moa est dirigé par un général camerounais et cette équipe est constituée essentiellement de Camerounais. C'est donc pour donner une idée à la fois de l'importance du nombre de militaires impliqués et la nature des équipements. Et cela se trouve évidemment décuplé par les informations que nos partenaires peuvent éventuellement mettre à notre disposition. Les Américains sont donc au Cameroun, ils sont basés à Garoua. Pour l'instant, ils sont en train de se déployer. Nous ne jouissons pas pour l'instant encore de la plénitude des potentiels qui sont les leurs et qui sont prêts à mettre à notre disposition. Mais donc c'est cette synergie qui a permis donc d'arriver au résultat. Mais ça, ce n'est que la phase 1. Nous allons monter en puissance. Nous allons aller vraiment crescendo, l'objectif étant bien sûr de nous débarrasser de cette horde de bandits. Les Burkinabés ont voté ce dimanche 30 novembre pour la première présidentielle sans l'ex-président Blaise Compaoré depuis 30 ans. Une élection qui s'est déroulée dans le calme et qui a enterré une année de transition. Et pour Michel Kafando, qui a assuré l'intérim, le bilan de cette transition est positif. Les précisions d'Alioune Guindo, commentées par Zahara Mohamed Moutiou. Fin de la transition démocratique dirigée par Michel Kafando. Roch Marc Christian Kaboré, candidat du mouvement du peuple pour le progrès, a été élu président de la République du Burkina Faso ce 29 novembre 2015. Malgré la période d'instabilité politique après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré, le gouvernement de transition a ainsi su, en une année, organiser ses élections présidentielles couplées à des législatives. Il faut se réjouir finalement de la fin positive de la transition au Burkina. Il y a eu une interruption à 1 mois. Donc globalement, ça a été une transition réussie. Il faut s'en féliciter. Nous avons eu quelques peurs à un moment donné, au mois d'octobre, mais tout est rentré dans l'ordre. L'élection s'est tenue. Le président Marc Roch Kaboré a été élu président de la République. Tous les acteurs l'ont accepté, les observateurs ont attesté de la sincérité. Je pense que ça aussi, ça fait partie de l'Afrique qui gagne. Ça fait partie de notre bilan positif. Il faut encourager les États à aller tous dans cette direction. Une alternance très attendue par les Burkinabés et qui, selon de nombreux observateurs, ouvrirait la voie vers plus d'ancrage démocratique pour le pays des hommes intègres. La transition a été bien menée, relativement bien menée, qui attend le nouveau président comme défi. C'est la réconciliation nationale entre les différents acteurs politiques. Il faut rappeler que l'insurrection populaire s'est accompagnée d'un clivage au sein de la population burkinabé. Il faudra rétablir un environnement économique favorable à l'investissement. Le défi principal qui reste celui de l'immense pauvreté. Il va falloir relancer le secteur économique
dans le secteur privé pour que des emplois puissent être créés. Le peuple burkinabé avait évincé le 31 octobre 2014 Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987. La transition démocratique assurée par Michel Kafando et son gouvernement redonne au Burkina Faso l'espoir d'une marche vers la prospérité. Le président élu du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, combine sa victoire présidentielle au succès des législatives de son parti, qui obtient la majorité relative à l'Assemblée nationale avec 55 députés sur un total de 127. Le mouvement du peuple pour le progrès est le premier parti du pays. Le parti de Zéphirin Diabré arrive second avec 33 députés. L'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, réaffirme ainsi son rôle de deuxième force du pays. Roch Marc Christian Kaboré devra donc chercher les 9 voix qui lui manquent dans la dizaine de petits partis qui ont obtenu moins de 5 sièges s'il veut atteindre la majorité absolue de 64 députés à l'Assemblée. Plaidoyer pour le climat, la préservation de la forêt tropicale du bassin du Congo qui renferme 53% du total des stocks de carbone de l'Afrique est au centre des attentions. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a lancé un appel urgent pour sauver les forêts du bassin du Congo, second poumon de la planète. Les précisions de Zahara Mohamed Moutiou. Le président Ali Bongo Ondimba plaide pour un accord universel. Le chef de l'État gabonais présent à la COP21 qui se tient depuis le 30 novembre à Paris se dit favorable à la signature d'un accord universel pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à l'horizon 2025. S'adressant directement aux pays industrialisés, le chef de l'État s'est également fait le porte-parole des pays en voie de développement vulnérables face au changement climatique. Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus au débat entre le juste et l'injuste. Tout le monde doit faire partie de la solution. Pour ce faire, les pays industrialisés doivent accentuer leur action en faveur des pays du Sud par le transfert de technologies à des coûts soutenables dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie et des énergies propres. C'est le prix d'une responsabilité partagée pour ne pas rompre la confiance et la solidarité et parvenir à un accord universel aussi engagé que possible, sans lesquels nos discours resteront vains. Au cours de la période 2010-2015, l'Afrique est le continent qui a enregistré la perte la plus élevée en matière de déforestation, avec plus de 2 millions d'hectares. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a également réaffirmé les engagements du Gabon, notamment en matière de lutte contre ce phénomène. La loi d'orientation de développement durable garantira la cohérence de nos actions. Notre forêt sera gérée dans le respect de nos engagements en faveur du climat, mais aussi de la préservation de la biodiversité. C'est la réponse promise par le Gabon face à l'épineuse question de la déforestation et de la dégradation des forêts. Depuis quelques années, le Gabon fait de la lutte contre la déforestation et le réchauffement climatique une priorité. Pour mieux anticiper les effets du dérèglement climatique, le pays dispose désormais d'une antenne de réception directe d'images satellitaires. Un outil technologique mis au point par l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale qui couvre toute l'Afrique centrale. Le continent est la première victime du réchauffement climatique et confronté à des problèmes d'adaptation, de transfert de technologie, mais aussi et surtout de financement. Le président togolais Faure Gnassingbé a donc demandé aux pays du monde entier d'agir concrètement. Les précisions de Deo Gracias Kpodo. Les dirigeants africains réclament plus d'actions en faveur de la protection de l'environnement sur le continent. En réponse à l'idée de la Banque mondiale d'aider l'Afrique à faire face aux défis du changement climatique grâce à un financement d'environ 16 milliards de dollars, la plupart des chefs d'État et de gouvernement ont insisté sur la nécessité cette fois-ci de prendre en compte leurs inquiétudes et d'agir pour le bien-être de leur population. Il est impérieux de renforcer davantage la résilience des pays au choc climatique à travers des initiatives, notamment la diversification des sources d'énergie. Les choix qui nous sont proposés aujourd'hui, c'est de mettre en place des centrales à charbon pour avoir des prix plus bas parce que les populations n'en peuvent plus. Le calcul simple que nous faisons, confronté à la situation de nos populations, c'est d'aller vers la source d'énergie la moins chère.
Quant à la pollution, c'est une responsabilité collective. On peut se dire qu'on verra. Donc c'est pour cela que j'apprécie cette initiative qui est prise, parce que je pense qu'elle sera une réponse immédiate à des problèmes qui en avaient besoin depuis quelques années déjà. Malgré la détermination des leaders mondiaux, les opinions divergent sur la question des énergies. Selon le niveau de dépendance aux énergies fossiles, le stade de développement et les ressources des pays, les positions ne sont pas unanimes. Le président togolais estime que le principal défi de son pays est lié à la dépendance énergétique et donc à l'accès au financement. Des solutions existent s'il y a une volonté et si les financements suivent. On peut faire face aux effets du changement climatique si on agit. Et c'est de l'action dont nous avons besoin aujourd'hui. Rien d'autre. Les discours, ça suffit. On sait ce qu'il y a à faire. Les études ont été réalisées, mais ce sont les financements qui ne sont pas disponibles. C'est pourquoi j'adhère aussi à l'esprit de ce plan qui vient d'être lancé, parce que cela va dans le bon sens. Aujourd'hui, les ressources qui sont consacrées à ces programmes sont insuffisantes. Il faut faire plus, il faut faire mieux. À l'occasion de ce sommet sur le climat, les États africains posent une nouvelle fois leurs conditions. Une réduction massive des gaz à effet de serre des pays industrialisés et un soutien financier pour leur permettre d'orienter leur développement vers des modèles sobres en carbone. La conférence prendra fin le 11 décembre 2015. En bref, un mot sur l'affaire Pistorius. En Afrique du Sud, l'athlète sud-africain a été reconnu coupable de meurtre lors de son procès en appel ce jeudi. Lors du premier procès, l'ex-champion paralympique avait été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire de sa petite amie Riva Steenkamp. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.